Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le Congo dans une nouvelle république depuis le 25 octobre 2015. La sauvegarde du tissu social et l'après-référendum occupent les débats. Inquiets pour les autres, inquiets pour les uns et rassurés pour les autres, peut-on constater. Alors ce soir sur ce plateau, Joseph Kinyumbi Kiambungu, lui, il est président de la chaîne, le président de la chaîne qui vient de publier par voie de presse une lettre intitulée « Lettre à mes compatriotes ». Nous allons en savoir le contenu ce soir. Kinyumbi, bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Alors, il y a environ 4 mois, on peut dire, lors de votre dernier passage dans cette même émission, nous avions reçu un homme politique quasiment en forme. Est-ce que 4 mois après, c'est encore le cas? Je suis en forme, bien sûr, mais soucieux pour notre pays, parce que simplement, depuis l'intrusion du débat sur le changement au nom de la Constitution et ce qui s'est passé, notamment le référendum, je sens qu'il y a un climat délétère. Et j'aime pas particulièrement ce climat, ni paix ni guerre. Je l'aime pas beaucoup. Et vous êtes en train de soupçonner un calme coupable? Qui est trompeur. Un calme trompeur. Voilà. Et pourquoi pensez-vous que ce calme est trompeur? Mais parce qu'on l'a vu, notamment les jours passés, particulièrement le 20 octobre, le 20 novembre, pardon. Je n'ai pas aimé ces derniers jours, avant qu'il y ait le référendum qui s'est tenu le 25. Et je pense qu'il y a lieu de tenter quelque chose. C'est pour ça que cette lettre était pour appeler les Congolais à se ressaisir et à trouver les voies de solution d'un apaisement. Parce que ce n'est pas l'apaisement en ce moment particulièrement. Et je suis en train de redouter que, y compris pour les jours qui viennent, si nous n'avons rien fait pour dédramatiser, apaiser le climat actuel, ce n'est pas de nature à nous amener alors, à bon port. Nous sommes là ce soir justement pour comprendre le contenu de votre lettre. Mais avant, pourquoi avoir choisi la littérature plutôt que ce que nous avons l'habitude de voir? On sait que Kinyumbi Kiambungu, un homme tonitruant, un leader de parole, un amoureux de la parole. On vous a vu dans les conférences de presse, dans les meetings et autres. Pourquoi ne pas avoir utilisé ces schémas habituels? Pourquoi aujourd'hui passer à l'écrit? Vous avez changé votre façon pour une nouvelle république? Non, pas du tout. Je dis simplement, comme un adage populaire qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pour ça que j'ai préféré, en ayant pensé, écrire, et de telle manière qu'il y ait quelque chose qui reste avec les Congolais, certainement dans les tiroirs, certainement dans les bibliothèques, et vous-même, bien sûr, pour qu'on n'oublie pas. Que ce ne soit pas simplement une parole qu'on oublie, puisque la parole passe, mais l'écrit reste. C'est pour ça que j'ai préféré écrire. Maintenant, ceci étant, vous m'avez invité à cette émission, c'est pour que nous parlions. Exactement. Donc, alors, mais avant d'aller dans le contenu même, nous allons rester un peu dans la forme. Pour ceux qui ont eu cette opportunité, sinon l'occasion de parcourir vos paragraphes, vous exprimez un esprit de mélancolie dans vos propos, dans vos paroles. Qu'est-ce qui se passe? On ne reconnaît plus Kinyumbi Kiambungu. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. C'est toujours moi-même. Vous savez, je vous dis toujours que le Congo passe avant et je suis soucieux du climat actuel dans notre pays. Et je ne voudrais pas que ce climat se dégrade davantage. Et je pense que c'est une chance pour nous, grâce à Dieu, comme diraient ceux qui croient en Dieu, que nous ayons évité, j'allais presque dire, la catastrophe. Les jours derniers, particulièrement le 20. Et donc, comment voulez-vous que
privilégiant le Congo et pensant aux Congolais que nous avons choisi de servir, que nous ne soyons pas inquiets de cette situation, comme je disais tout à l'heure, ni paix ni guerre, mais qui est une situation délétère et que je n'aime pas beaucoup, qui peut pourquoi pas se dégrader si nous ne prenons garde. Pourtant, c'est pas une situation qui est tombée d'un coup. Ce sont les conséquences d'une certaine démarche. On peut peut-être le dire. Pourquoi avoir choisi d'écrire maintenant? Pourquoi pas hier? Non, je crois que dans tous les cas, ce n'est pas parce que je parlais que je n'écrivais pas. Je parlais, j'écrivais, mais je parlais un peu plus que n'écrivais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai choisi, y compris pour que ça reste, que j'écrive aussi, tout en parlant, mais j'écris. C'est pour ça que nous avons été avec vous-même dans plusieurs conférences de presse. Au jour d'aujourd'hui, je suis à cette émission, nous allons parler, mais j'ai écrit pour que cet écrit reste et que les gens l'aient dans leur domicile, dans leur bureau, pour qu'ils puissent relire certains passages. Et alors que si j'ai parlé, on peut oublier ce que j'ai dit. Alors que si j'écris, les gens gardent et ils peuvent relire à n'importe quel instant pour se remémorer sur tel point ou tel autre point, relire ma pensée, peut-être s'interroger, y compris, pourquoi pas, interpréter ou mieux comprendre ma pensée. Alors, dans cette lettre que vous adressez aux citoyens, aux compatriotes, il y a des passages qui semblent alerter à un péril en la demeure et à un certain pessimisme quant à l'issue, à cause certainement des difficultés du terrain politique. Vous faites allusion à quoi? Non, voyez-vous, dans tous les cas, nous sommes sur le terrain politique. Et le terrain politique appelle souvent la confrontation des idées par l'organisation des élections. Et c'est pour ça que lorsque j'écris cette lettre, j'ai en pensée de montrer aux Congolais que nous sommes, et particulièrement les hommes politiques, qu'il y a intérêt que nous nous asseyions pour que nous parlions, que nous mettions en place les conditions de l'apaisement, c'est-à-dire de l'organisation et de la tenue des élections demain et après-demain. C'est pour ça que, même lorsque nous avions ce débat, j'avais personnellement pris l'initiative d'aller voir les hommes politiques de l'opposition comme de la majorité, le président de la République. Croyez-moi, j'ai été voir le président de la République, les hommes politiques de l'opposition, mais qui ne sont pas les moindres. Je ne citerai pas les noms ici, mais croyez-moi, j'ai été voir tout ce qu'il fallait voir. C'était votre propre initiative? Absolument. C'était une initiative que j'avais prise parce que je voyais le dérapage qui était prévisible, et y compris du côté du pouvoir, en dehors du président de la République. J'ai été voir, bien sûr, les hommes politiques de la majorité présidentielle actuelle. Mais vous n'avez pas obtenu gain de cause? Oh, je ne pense pas que obtenir gain de cause, est-ce qu'il fallait absolument que ça se fasse immédiatement? Je ne pense pas. Mais ce qui est certain, j'ai été écouté et j'ai, de mon point de vue, noté qu'il y avait une attention à ce que je disais. Et les gens avaient prêté attention à ce que je disais. C'est pour cela que, pour la première fois, nous nous sommes retrouvés au PNUD, au siège du PNUD des Nations Unies, ici à Brazzaville, avec une délégation de la majorité présidentielle et une délégation de l'opposition congolaise. Et au cours de cette rencontre, nous avons commencé à esquisser ce que je dis dans cette lettre, puisque j'avais personnellement proposé que tous les débats, si on était totalement inutiles, si nous ne réglions pas les problèmes de la gouvernance électorale. Et bien sûr, à l'époque, il y avait deux points qui avaient été soulevés à l'occasion de cette rencontre. Il y avait le problème du référendum, de la convocation du référendum, et ensuite, il y avait le problème de la gouvernance électorale. Et bien sûr, nous en avions parlé. Je pense que nous avions, ce jour-là, arrêté que nous en parlions dans les détails, parce que je crois que lorsque vous avez réglé le problème de la gouvernance électorale, toute convocation à un scrutin quel qu'il soit peuvent être réglées et ne pas poser de problème à partir du moment où vous avez réglé ces questions. Alors, dans cette lettre, vous avez fait une analyse de la situation, vous avez parlé de la situation actuelle et vous avez fait des propositions. Parlons des observations, ce que vous avez observé dans la société
congolaise, notamment sur le climat sociopolitique. Vous parlez des clivages nord-sud. Vous faites allusion à quoi lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les hommes politiques nous ont quand même montré que ce genre de pratique ne se fait plus trop sentir, puisque vous-même vous avez été au FOCAD, vous en connaissez la Constitution, pourtant vous avez été divisé par des opinions sur le changement ou non de la Constitution. Écoutez, ce qui est certain, on peut dire, mais est-ce que dans la pratique on le fait? Est-ce qu'on pratique ce qu'on dit? C'est pour cela que je vais citer quelques exemples en passant. Nous avons eu à l'époque, il y a quelques mois, un débat qu'avaient soulevé notamment les députés de mon parti, l'UPADES, sur les jeunes qui avaient été regroupés pour aller à Cuba pour faire la médecine. Et vous avez entendu ce débat-là qui tournait autour justement de ce que une majorité de jeunes qui étaient plutôt un peu plus du nord que du sud, qui avaient été regroupés pour aller faire la médecine. On ne dit pas qu'il ne faut pas envoyer ceux du nord ou ceux du sud, mais je pense que les compétences, l'intelligence, on la retrouve aussi bien au nord qu'au sud. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, par exemple, le gouvernement de la République. Comment voulez-vous qu'on ne sente pas qu'il y a effectivement cette division nord-sud lorsqu'on sait que, notamment au niveau des ministères régaliens, je prends la Défense, je prends le ministère de l'Intérieur, je prends le ministère des Finances, je prends le ministère des Affaires étrangères, que sais-je? Eh bien, qui est nommé à ces fonctions-là? Alors qu'on sait très bien qu'à la majorité présidentielle, il y a tout le monde. Que vous soyez de la Lekoumou, du Niari, de la Bouenza, du nord, du sud. Mais pourquoi? Et y compris dans certains ministères, est-ce que cela n'est pas seulement du ressort de votre propre non, vision? Pas du tout, pas du ce tout. ne sont pas des idées préconçues que non, que pas vous du avez. tout. Je vous assure, je suis sincère et je voudrais que cette République ne soit plus gérée de cette manière-là. C'est pour ça que vous voyez, même y compris dans mon parti politique, je dénonce cette pratique de gérer les choses en tenant compte du fait que j'appartiens à telle ethnie comme le chef, j'appartiens à tel village comme le chef. Non. Même dans mon parti politique, je critique, je dénonce. C'est pour ça que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et si je pourrais encore prendre un autre exemple, lorsque nous sommes arrivés au 20 le jour où l'opposition disait un certain nombre de choses, mais nous avons vu ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui s'est passé sur le terrain, moi je suis même allé acheter du pain dans les quartiers nord de Brazzaville, alors que dans les quartiers sud de Brazzaville, c'était des quartiers sans vie. Voyez-vous? Est-ce que là, c'est pas de la responsabilité de l'homme politique? C'est pas une république. Que ce soit des hommes politiques, ou y compris des fonctionnaires qu'on utilise, mais ils n'ont pas à agir comme ça. La République du Congo appartient tant aux nordistes qu'aux sudistes. Et ce n'est la priorité de la propriété d'aucune ethnie, d'aucune tribu, d'aucun département, pour ne pas dire région. Voyez-vous? C'est pour ça que je m'insurge contre cette pratique, cette façon de faire. Kinyombi Kambongo, votre malaise, le malaise dont vous faites allusion, concernant la fracture sociale et politique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est seulement dans la tête, je reviens sur la question de certaines personnes, de certains leaders politiques, parce qu'aujourd'hui, la majorité soutient le contraire, en s'appuyant sur les résultats, par exemple, du scrutin du 25 octobre. Je ne veux pas personnellement épiloguer longtemps autour du scrutin du 25. Je ne veux pas épiloguer longtemps. Je sais simplement que ça s'est organisé dans les conditions... j'allais presque dire où nous étions pratiquement au bord de l'affrontement. Vous le savez, je viens de dire, le 20 octobre, nous avons failli vivre une situation très, très difficile dans notre pays. Est-ce qu'on avait besoin de revenir sur ces situations? Non, nous n'avons plus besoin de revenir sur les situations difficiles dans notre pays. Je pense que lorsque le président de la République disait « ça suffit, il y a eu trop de morts »,
Mais il avait raison de le dire. Mais il faut que dans la pratique, que tout le monde, à quelque niveau qu'on se trouve, de responsabilité ou pas du tout, qu'on sache que nous n'avons plus besoin de revenir en arrière avec autant de morts qu'il y a eu par le passé. Et que nous ayons à revivre, je ne sais pas, les années peut-être à l'orée de l'indépendance de notre pays. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ces questions. C'est pour ça que je dis, et je répète, que le Congo appartient à tous les Congolais. Que vous soyez né de telle ethnie, de tel département, vous êtes Congolais, un point, c'est tout. Et nous ne pouvons voir les choses que comme ça. Et celui qui a la responsabilité de diriger, de conduire un ministère, un gouvernement, un État, il doit savoir que tous les Congolais sont égaux. Et c'est ce que les constitutions consacrent. Nous n'avons pas besoin de voir les leader politique que vous êtes sur cet aspect, justement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que demain, justement, on ne sente plus ce genre de frein au développement? Mais vous savez que, notamment pour le gouvernement de la République, qu'il soit d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain, mais c'est ce que nous avons constaté particulièrement pour tous les gouvernements qui se sont succédés. On a voulu voir les choses en termes d'ethnie, de tribus, de nord, de sud, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Les grands pays qui sont déjà plus grands que nous veulent se regrouper. Et nous qui sommes un petit pays de 342 000 km², nous voulons nous diviser en 50 000 morceaux. Pour ne pas dire seulement deux, nord-sud. Pourquoi voulez-vous qu'on en soit là? Et sinon qu'on arrive là? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de faire un pays, une nation, et qui est unie. Et cette unité-là, pour le moment, de mon point de vue, n'est pas entière, totale. Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut absolument faire de telle manière que les hommes politiques qui ont choisi de servir les Congolais sachent en priorité que tous les Congolais sont égaux. Qu'ils soient du nord, du sud, s'il a des compétences, eh bien, il faut le responsabiliser. On le jugera au résultat et non pas par rapport à l'ethnie ou par rapport au département auquel il appartient. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourtant, il y a un reproche qui vous est fait, celui de vous entourer de vos parents d'abord. En tout cas, ce qui est certain, à mon cabinet au 2e secrétariat, ce ne sont pas tous des parents, pas du tout. Pas du tout. C'est en fonction des compétences que j'ai confié des responsabilités. Et croyez-moi, vous pouvez aller faire une enquête sur le terrain. Vous verrez qu'il n'y a pas que des gens de mon village ou de ma famille, biologique entendu, mais qu'il y a tout le monde. Ce n'est pas, c'est pas du... Non, c'est du vécu. Vous pouvez aller le vérifier, vous le verrez. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Pas du tout. C'est pas ce que les gens racontent. Alors, comme solution, vous proposez dans votre lettre, comme réponse, on va dire, l'alternance. Est-ce que la Constitution du 25 octobre ne garantit-elle pas justement cette alternance? Et croyez, surtout en son article 65. Écoutez, je ne veux pas particulièrement parler de la Constitution actuelle qui a été promulguée par le président de la République, mais quelle est la Constitution qui ne consacre pas l'alternance politique? Que ce soit celle du 20 janvier dernier ou la défunte, ou que ce soit celle-ci, laquelle ne consacre pas l'alternance politique? Pourtant, vous en avez fait allusion, vous pensez à l'alternance. Mais l'alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prenons des textes, qu'on les respecte. Et quand on les respecte, on organise les choses de manière à ce que l'alternance se fasse sans querelle. Croyez-moi que ce soit la Constitution du 20 janvier défunte ou la Constitution actuelle, si nous n'avons pas organisé l'organisation, la tenue des élections libres, régulières, transparentes, eh bien, malheureusement, nous n'arriverons pas à... Peu nous importe que ce soit la majorité présidentielle au jour d'aujourd'hui qui présente un candidat demain, s'il est élu sans contestation, où est le problème? Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous organisions les élections proprement pour que nous allions à une vraie décrispation. Et que celui qui sera élu demain, eh bien, voit les Congolais comme étant les fils d'un même pays. Et lorsqu'il a des compétences et qu'il soit responsabilisé et qu'on le juge au résultat. Et non pas regarder par rapport à l'appartenance au parti politique, à l'ethnie, à la tribu, au nord-sud. Non, ce n'est pas cela que nous voulons. Nous prêchons que les Congolais sont égaux
et sont tous intelligents et qu'on peut trouver les compétences au nord comme au sud, dans toutes les familles, et que nous n'avons pas à regarder les choses autrement que par le biais de l'efficacité, de la compétence, et à ce moment-là, et bien sûr organiser les scrutins à venir de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation. Mais ça passe par la gouvernance électorale qui va commander à ce que nous ayons la maîtrise du corps électoral, que la commission d'organisation des élections soit mise en place telle que ça a été acté à Sibiti, Dolisie et Vaud. Tout à l'heure, nous allons revenir sur ce point gouvernance électorale puisqu'il fait partie des points énoncés dans votre lettre. Vous parlez du Mbongi, autrement dit le dialogue, pour aplanir les différents... Le dialogue n'est-il pas déjà permanent au Congo, sans vouloir citer le nombre de fois que les hommes politiques congolais se sont retrouvés autour des questions d'intérêt général pour essayer de régler certains problèmes, mais les crises persistent. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de l'homme politique congolais? Je pense que je peux vous dire les choses avec beaucoup de franchise. Même vous-même, dans votre foyer, si vous avez un litige quel qu'il soit avec votre époux, s'il n'y a aucune sincérité, si vous n'allez pas au fond de ce débat-là pour extirper le mal, et puis vous n'aurez pas résolu le problème. Donc vous l'avez en permanence, vous le reportez chaque fois. Okay. Et c'est ce que je constate justement. Pour le cas du Congo? Mais dans le cas du Congo, moi je peux vous parler personnellement du dialogue qui a eu à Sibiti. Bon, le dialogue a été posé, il y avait deux problèmes qui avaient été posés, la gouvernance électorale et puis la réforme des institutions. Et vous-même ici, à la dernière émission dont vous avez fait état, vous avez si bien rappelé ici ce qui a été dit à Sibiti sur la réforme des institutions. Le rapporteur général est passé ici devant vous-même, vous me l'avez fait passer, et qui avait dit quoi sur le fameux consensus? Il n'y en avait pas. Il y avait trois tendances. Et lorsque nous revenons là, on entend parler du consensus sur cette question, alors qu'il n'y avait pas eu de consensus. Bon, maintenant, ceci étant, si vous avez été à Sibiti pour ne pas régler les problèmes de manière de manière fondamentale. Mais vous reportez le problème. Nous sommes revenus de Sibiti, je vais vous le dire. J'ai été personnellement, la chaîne, bien entendu, nous avons été à la consultation, aux consultations avec le président de la République. Et parce que nous avons pensé que nous étions Congolais, nous étions acteurs politiques, et nous avions le président de la République, nous appelons, nous sommes allés lui dire quel était notre point de vue sur le débat. Et nous sommes y compris allés à Sibiti, où il y avait le dialogue. Peut nous importer si la majorité avait mal organisé ou bien organisé ce dialogue à Sibiti. La majorité, ils étaient bien plus nombreux. Nous, l'opposition, nous étions combien? Une portion congrue. Mais comme c'était le débat, nous n'avons pas créé ce débat, nous sommes partis. Et lorsque nous revenons, nous avons acté de faire quoi? De mettre en place un comité de suivi. Mais on a nommé, je ne veux pas citer le nom, mais on a nommé M. Basseïla. Mais au dialogue là-bas, il a dit quoi? Oui pour le changement. Même avant le dialogue, il a dit oui pour le changement. Mais est-ce que le suivi, c'était à lui de suivre les conclusions du dialogue de Sibiti? De notre point de vue, non. Si on voulait la décrispation, il fallait mettre quelqu'un de l'opposition, qu'il ait été à Sibiti ou pas du tout, mais quelqu'un de l'opposition, parce que suivre, c'était une manière de contrôler. Donc pour vous, également, pour vous ce dialogue ne compte plus, il faut aller à un autre dialogue. Mais écoutez, les questions de la gouvernance électorale, comment on va les régler? Ce n'est pas tel que... Pour arriver à un apaisement, quand vous parlez du dialogue, vous faites allusion à quoi? Il faut encore convoquer bien entendu, il faut la classe politique pour qu'elle se retrouve autour. Pas le même type de dialogue où vous allez vous asseoir pour... Qu'est-ce que vous suggérez alors pour une meilleure efficacité? De notre point de vue, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, doit appeler les acteurs principaux de la politique pour mettre en place, par exemple,
la commission d'organisation des élections, la CONEL. Voyez-vous, je vais être précis. Lorsque nous revenons, que ce soit celui qui est président de la CONEL qui soit reconduit, peu nous importe, là n'est pas notre souci. Mais nous avons dit que cette commission devait être établie, confectionnée de manière égalitaire, opposition, majorité, la société civile. Or, on a fait quoi? Est-ce que ce n'est pas un processus la mise en application de toutes les recommandations de CBT? Mais pour mettre en place une commission, quel est le processus? Travailler. Pour désigner si c'était Kinyumbi Kiambungu président, c'est le processus. Donc on va le nommer en combien de temps? On l'observe d'abord sur le terrain en train de faire quoi? Ça ne peut pas être un processus. Vous êtes pressé, vous êtes... non, vous voulez que tout se règle en un coup de baguette magique? C'est pour vous dire que la situation que nous vivons actuellement n'est pas une situation pour dire reportons la mise en place de ces questions-là à plus tard. Il faut les régler. Nous sommes dans une situation qui n'est pas bonne et il faut régler ces questions-là. Si on ne les a pas réglées, croyez-moi, vous reportez le problème. Dans 2 mois, il va se reposer. Dans 6 mois, il va se reposer. C'est pour ça que ce n'est pas un processus de mettre en place une commission d'organisation des élections. Ce n'est pas un processus. C'est comme un recensement. Vous allez dire, pour recenser, c'est un processus. Processus par rapport à quoi? Un recensement se fait, on arrête une date, on fait un recensement du nord au sud, et on détermine après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ce sont quand même des opérations qui demandent de la mobilisation des ressources. Mais quand on a fait, comment on a mobilisé, on n'a pas mobilisé les ressources. La nécessité d'avoir le temps. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous lancez dans le débat ce que je pourrais appeler, par rapport à votre lettre, un nouveau concept? Vous parlez de la gouvernance électorale consensuelle. Hier, à CBT, c'était gouvernance électorale. Aujourd'hui, on ajoute consensuelle. Est-ce que c'est encore un mot que Kinyumbi Kiambungu lance dans le débat? Non. Voyez-vous, ça ne peut pas être une commission telle qu'a été mise en place par le gouvernement, par la majorité, j'allais dire. Mais quand on a dit à Evo, on a dit à Dolizy, on a dit à CBT que cette commission doit être consensuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des représentants de la majorité. C'est ce qui est écrit. La majorité, l'opposition, la société civile. Or, et bien sûr à CBT, il a été dit que ce soit dans les villages, dans les districts, dans les arrondissements, il faut qu'il y ait et l'opposition et la majorité et la société civile. Donc, toutes les composantes de la société doivent être contenues à tous les niveaux. Mais si vous ne faites pas comme ça, le consensus viendrait d'où? Notamment dans le cas de la mise en place de la commission. Or, cette commission, voyez-vous, pour moi qui ai une petite expérience de la tenue des élections, mais je sais que dans un bureau de vote, si je n'ai pas de représentant, on peut inventer que mon adversaire politique a eu 100% des voix, alors que j'ai peut-être battu mon adversaire politique. C'est une réalité. C'est pour ça que moi, c'est sur la base de la réalité, de l'expérience vécue que je dis, la décrispation passe par mettre en place, régler les problèmes de la gouvernance électorale. Et à ce moment-là, demain, il n'y aura pas de contestation qu'un soit élu, qu'un autre ait échoué à l'élection. Une petite question à ce sujet. Un observateur disait, alors que nous étions les hommes politiques et même la société civile congolaise était en plein débat sur le changement ou non de la Constitution, un observateur disait que les Congolais sont passés maîtres dans le débat. Après la Constitution, après le débat sur la Constitution, il y aura un autre sujet qu'ils vont lancer comme un pavé dans la mare. Est-ce que nous ne sommes pas en train de commencer à vivre ça avec ce que vous commencez à poser comme problème? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un pavé dans la mare. Ce qui est sûr, de rentrer dans un cycle infernal de débat sur débat. Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne devait pas passer à autre chose que de revenir sur les débats? Mais tant que vous n'avez pas réglé ce problème, comment voulez-vous passer à autre chose? Passer à autre chose quoi? Demain, il y aura une élection, après-demain, il y aura une élection. Si vous n'avez pas réglé la question de la gouvernance électorale, comment vous irez à une élection? C'est-à-dire passer à autre chose, passer à une élection demain, vous n'avez pas réglé le problème de la gouvernance électorale, vous n'avez rien fait. Vous reportez les querelles. Alors, dit comme donc, ça... c'est pour ça qu'il faut régler la question de la gouvernance électorale, qui ne sont pas un sujet nouveau. En procédant de quelle manière? Parce que lorsqu'on parle de la gouvernance électorale, c'est un tout. Mais je vais vous donner quelques exemples. Allez-y, quelles sont les propositions?
que vous faites vous concrètement avez pour déjà être plus le corps réaliste. électoral qui fait partie de la gouvernance électorale. Vous avez la commission... Pour le corps électoral, qu'est-ce que vous souhaitez? Mais il faut... Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'il faut ça le s'appelle revoir? le recensement, encore qu'il faut faire un recensement. Si ce n'est pas la formule consacrée, mais ça veut dire quoi? La révision doit être faite, mais en tenant compte du fait que chaque représentation, donc que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, soit présente lorsqu'on va dans tel village, dans telle ville. Est-ce que ce n'était pas déjà le cas en 2013 lorsqu'il y a eu le recensement administratif spécial avec la participation? Est-ce que moi je peux vous dire, le gouvernement communiquait quel était le corps électoral, enfin, quelle était la population congolaise? Si c'était le recensement général, quelle est la population congolaise aujourd'hui? On dit environ. Environ, ça peut pas être environ. Alors, vous proposez donc que l'on refasse le recensement? En tout cas... si on ensuite, doit faire, il faut le faire pour avoir la maîtrise du corps électoral, ce qui va déjà poser moins de problèmes que lorsqu'on ne le sait pas. Les problèmes de la commission d'organisation des élections doivent être consensuellement mis en place de telle manière qu'il y ait l'œil de tout le monde partout. Et il n'y aura pas de contestation. Souvenez-vous, nous avons été aux élections en 1992 avec la constitution de l'époque du 15 mars. Eh bien, le président Sassou était président de la République, le Premier ministre Milongo était Premier ministre, et bien les autres sont partis à cette confrontation électorale sans qu'il y ait eu contestation par la suite. Celui qui a été élu, celui qui a été battu a reconnu, parce qu'il savait qu'il avait son représentant partout. Et donc ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Autre proposition sur cette gouvernance électorale? Mais donc, il y a la commission, je disais, il y a le recensement pour avoir la maîtrise du corps électoral, mais il y a les lois qui sont liées à l'organisation, à la tenue d'une élection. Voilà. Donc, c'est ça essentiellement. Maintenant, le bulletin unique, puis ça a été consacré, bon, on fera le bulletin unique. Et bien, voilà toutes les questions qui doivent être liées. Il y a également le financement des campagnes. Il y a toutes ces questions-là qui doivent être réglées, mais en faisant quoi? En s'asseyant, en se parlant. Mais ça ne peut pas être décidé par un groupe alors que nous ne nous faisons déjà pas confiance. Comment voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un quand je sais que hier n'a pas été jusqu'au bout de ce que nous avons décidé de faire? Voyez-vous? C'est pour ça que le Mbongi s'entend de cette manière-là. Il faut s'asseoir pour que nous réglions et à ce moment-là, il n'y aura pas de contestation dès le départ. Or, s'il y a des contestations dès le départ, eh bien, il y en aura à la fin. Or, nous voulons nous éviter d'autres crises. Et si vous ne passez pas par vous asseoir, par vous parler, mettre en place ce dispositif, mais ce n'est pas de la manière dont le gouvernement est en train de faire. Et ça doit être de quelle manière? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. On appelle les partis politiques les hommes politiques, mais ce n'est pas ceux qui sont de la majorité entendus. Parce que moi, je peux vous dire, lorsque nous revenons de Sibiti, il se passe quoi? On appelle... très rapidement, parce qu'on va passer très rapidement. On appelle les gars de la chaîne. Par qui? Par le président Fila. Mais Fila n'est pas ministre intérieur. Et le ministre intérieur que je suis allé voir dit « Ah non, j'ai fait passer votre information par Fila de Saint-Eudes. » Mais j'ai dit au ministre intérieur « Fila de Saint-Eudes n'est pas mon chef politique. » Voyez-vous? Alors que moi j'ai été aux consultations, j'ai été au dialogue. Pourquoi ne pas m'appeler? On préfère prendre Fila de Saint-Eudes qui est un gars de la majorité. Et il n'y a pas l'opposition dans tout ce qu'on est en train de faire. Alors, Kinumbi Kiambungu, dans sa lettre aux compatriotes, on nous fait signe que nous sommes pratiquement arrivés au terme du temps qui nous est imparti, mais qu'on nous permette quand même d'aborder cet aspect. Dans votre lettre, vous avez écrit, je vais lire rapidement un passage, avec un peu de recul et au regard du temps qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Prévu en juillet 2016, un glissement de calendrier est nécessaire pour mieux organiser notre gouvernance électorale. Avant de vous poser la question, je vous propose de revoir un petit zapping sur des propos que vous avez tenus sur ce plateau il y a 4 mois. Quand on a fini 2 mandats, eh bien, on se retire et on laisse le jeu se poursuivre pour que d'autres prennent le... Personne ne peut la terminer. Hein. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, y compris le président de la République qui a fait 2 mandats, sans compter ceux qu'il a fait avant, qui a fait 2 mandats, il a droit aussi au repos. Pourquoi voulez-vous le contraindre à poursuivre une action alors que peut-être qu'il n'a pas envie? L'exécutif a un véritable problème. Si seulement
le gouvernement de la République pouvait tenir compte des décisions qui sont prises, à ce moment-là, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes, on n'aurait pas des querelles totalement inutiles. Nous pouvons admettre toutes sortes de compromis, mais pas de compromission. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était un tout petit zapping sur des propos que vous avez tenus. C'est exprès que nous avons choisi ces quelques extraits. Pour le Congolais Nanda qui suit cet extrait et qui a suivi aussi la lecture de ce paragraphe, on a tout de suite l'impression qu'il s'agit de deux discours. Lorsque vous proposez un glissement du calendrier électoral, ça veut dire que vous donnez plus de temps au chef de l'État qui est là et qui est pratiquement arrivé d'ici là à la fin de son mandat. Donc vous lui donnez plus de temps. Ça veut dire que vous êtes en train de vous repentir, vous qui aviez dit il y a 4 mois qu'il était arrivé, lorsque on arrive au terme du mandat, il faut organiser les élections pour faire respecter la loi de l'alternance. Bien, merci beaucoup. Je crois que ce que je voulais dire par rapport à ces propos, non pas que je revienne, je me dédise, non. Je dis simplement, pourtant, lorsque nous savons... C'est l'impression que nous avons... C'est une impression certainement, mais je vais vous préciser ma pensée. Lorsque nous avons vécu les événements d'octobre, du 20 octobre notamment, et le référendum qui s'en est suivi, et lorsque vous savez dans quelle situation nous nous trouvons, après l'organisation et la tenue de ce référendum, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, dans une situation difficile, dans une crise. Il ne faut pas se cacher, se voiler le visage. Kinyomi Kambono devient alarmiste. Non, je préviens simplement ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Croyez-moi, lorsque j'ai... Bon, pour faire une vue ouvrir et fermer tout de suite. C'est dans la prémonition je suis un homme politique, je suis sur le terrain. Je ferme tout de suite la parenthèse. Lorsque j'avais entrevu qu'on devait en arriver là avec ce débat sur le changement ou non de la Constitution, j'avais prévu qu'on risquait d'arriver au querelle. Nous sommes arrivés. Mais avant qu'on en arrive là, j'ai été voir les uns et les autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, opposition-majorité, pour éviter qu'on en arrive là. C'est pour ça que je préviens qu'il ne faut pas qu'on revienne à cette situation-là, qui peut être plus grave demain. Est-ce que le glissement, c'est pour cela que le glissement de calendrier ne peut pas aussi être l'objet d'une crise quelconque? Non, si nous nous asseyons et que nous décidions que nous allons organiser les problèmes de la gouvernance électorale, entendu par là, le corps électoral, la maîtrise du corps électoral, ça va vous demander du temps. Si nous passons également au bulletin unique, à la biométrie, mais ça va vous prendre du temps. Et si on peut le faire avant, on peut terminer tout cela avant la tenue de la prochaine élection pour que le mandat s'achève à son terme échu, mais il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas possible... Est-ce que c'est réaliste de proposer aujourd'hui par rapport à la conjoncture parce que je vois le politique? Mais non, parce que je vois le temps qui reste. Est-ce que c'est réaliste de proposer le glissement de calendrier? Non, parce que je vois le temps qui reste. Si nous ne pouvons pas tenir dans les délais la mise en place de toutes ces questions liées à une organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, régulière, eh bien, de mon point de vue, ça ne coûte rien, si nous voulons éviter les problèmes demain, de faire glisser de 2 jours, d'1 mois, de 3 mois. Peu nous importe le délai, mais si nous tombons d'accord politiquement, que nous sommes obligés de régler ces questions-là et qu'on peut envisager un glissement de 2 jours. Vous faites une proposition, en fait, vous jetez un débat. Voilà, c'est un débat. Et si nous pouvons... Vous attendez que... ce n'est pas impératif qu'il faut absolument faire glisser, mais je dis, si nous ne pouvons pas régler dans les délais, mais pourquoi pas envisager un glissement de 2 jours, de 3 jours. Alors, vous qui avez fait cette proposition, parce que vous avez réfléchi en amont, est-ce que vous avez des mots pour convaincre la classe politique à prendre cet aspect comme étant un aspect important, primordial, avant d'aller à l'après Ce n'est pas que ce soit important, primordial, mais je dis simplement compte tenu des délais pour organiser, pour mettre en place l'organisation et la tenue d'une élection. Dans le souci d'apaisement, bien sûr. Dans le souci d'apaisement, si nous pensons que les délais ne nous suffisent pas pour aller à une élection crédible dans les délais, mais pourquoi ne pas envisager de faire glisser le temps que nous réglions ces problèmes. Maintenant, si on peut les régler avant, moi je peux vous le dire, j'ai été voir y compris l'Union européenne,
J'ai discuté avec des ambassadeurs de France, de l'Union européenne, d'Italie, des États-Unis et du PNUD, y compris même l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et lorsque nous avons discuté, j'ai défendu ces propositions que je fais dans cette lettre. Et ils ont dit oui, mais pourquoi pas? Ils ont dit mais si on peut organiser le recensement en 3 mois. J'ai dit mais pourquoi pas? Si nous sommes dans les délais, pourquoi pas? Mais si nous ne pouvons pas respecter les délais. Je vous prends un exemple tout à fait bon. Au Centrafrique, on avait prévu de faire l'élection présidentielle quand? Et c'est seulement hier qu'on a fait le référendum. Il y a eu un glissement. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que, bon, on n'a pas tenu dans les délais. Y compris même au Burkina Faso, il a failli se passer quoi? Mais on a décalé de 2 jours, certainement. Mais c'est pour l'apaisement. Et si on peut obtenir l'apaisement par ce biais, où est le problème? Au début de cette émission, je vous posais la question sur la forme, avant de passer au fond de votre lettre à vos concitoyens. Est-ce que, par rapport à la forme, et cette proposition sur le glissement du calendrier, est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que ça va attirer l'attention, ça va retenir l'attention de votre cible? Parce que vous avez une cible par rapport à cette lettre. Voyez-vous, c'est celui qui ne tente rien, car la forme peut qui ne propose rien. Non. Voyez-vous, moi j'ai réfléchi. Et j'ai vu qu'il y avait des risques de dérapage nouveaux. Et si je peux proposer, maintenant c'est un débat, hein, je n'impose pas ma pensée. C'est pour ça que j'ai dit ici, je sais qu'il y a des gens qui ne croiront pas, qui verront plutôt une action politicienne. Mais ne voyez pas cette lettre dans ce sens-là. Voyez-la dans son fond. Est-ce que ce que cette lettre dit, est-ce qu'elle va vers ce que nous voulons, cet apaisement? Croyez-moi, je crois que vous avez entendu tant le pouvoir que l'opposition dire la paix. Mais si nous voulons aller vers la paix, pourquoi ne pas discuter autour de cette lettre, de cette proposition qui est faite, mais qui n'est pas une obligation, mais qui est une proposition de notre point de vue, qui est crédible, puisque le pouvoir, l'opposition parle de la gouvernance électorale. Pour terminer, une conclusion très rapidement en un mot. La conclusion, ce serait quoi? Simplement dire ceux qui ont lu cette lettre, qui la liront peut-être demain, doivent savoir que ce que j'ai dit ici, c'est pour aller dans le sens de la décrispation et de l'organisation de la tenue d'une élection crédible demain, pour que, bien sûr, les questions essentielles de développement de notre pays soient plutôt la question principale et non pas s'attarder sur les querelles parce qu'on a mal organisé ou on ne veut pas bien organiser. Alors, Kinyumbi Kambungu, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association politique La Chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. On se retrouve mercredi à partir de 17h30 sur les ondes de la 92.2. À la télé, nous allons nous retrouver lundi à partir de 21h30. D'ici là, portez-vous bien.